Bonsoir tout le monde. Le cours d'aujourd'hui, c'est l'auto-immunité et les maladies auto-immunes. Ça sera surtout les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Parce que lorsqu'on parle des maladies auto-immunes, il y a deux catégories. Les maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'un organe et les maladies auto-immunes qui peuvent toucher plusieurs organes en même temps. On les appelle les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Donc, quelles sont ces maladies? Maladies auto-immunes, de façon générale, soit spécifiques, soit non spécifiques d'organes, sont un ensemble. Donc, il y a plusieurs pathologies qui sont dues à l'action pathogène de deux types de cellules. C'est les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, c'est les éléments qui sont considérés comme le support de l'immunité adaptative, les lymphocytes T et B. La plupart de ces maladies sont multifactorielles. Il y a quelques exceptions, mais la majorité de ces maladies auto-immunes sont multifactorielles. Donc, ça nécessite un terrain génétique de prédisposition et les facteurs de l'environnement. L'évolution, en général, c'est sous un fond chronique, progressif avec des poussées. Donc, il y aura des poussées à rémission sur un fond chronique, conduisant à la destruction des tissus ou des organes cibles. Chaque poussée, donc, va détruire une partie d'un organe et donc, lorsque le patient va faire plusieurs poussées, donc, il y aura destruction soit totale, soit presque totale de l'organe cible. Généralement, on les classe en maladies auto-immunes spécifiques d'organes, ça touche un seul organe, et les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, on les appelle aussi systémiques et on les appelle aussi généralement connectivites. Donc, ils sont classés en maladies spécifiques d'organes et non spécifiques d'organes, mais en réalité, on peut trouver chez un même malade les deux types de maladies. Une maladie spécifique d'organes, une autre maladie non spécifique d'organes, ou deux maladies non spécifiques d'organes ou deux maladies spécifiques d'organes en même temps. Ces affections sont considérées comme rares, surtout lorsqu'on parle des maladies non spécifiques d'organes. Elles sont considérées comme rares pour deux raisons principales. Parce qu'ils sont souvent méconnus, car le diagnostic est souvent difficile. Pourquoi le diagnostic est souvent difficile? Il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est les signes cliniques qui sont très polymorphes. On n'a pas vraiment un signe clinique pathognomonique de telle ou telle maladie, surtout au début de la maladie. C'est très difficile de poser un diagnostic précis de ces maladies auto-immunes. Les études épidémiologiques sont peu nombreuses ou non faites. Surtout en Algérie, on n'a pas vraiment des études épidémiologiques sur ces maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Mais en réalité, ces pathologies touchent 6 à 7% de la population générale. C'est énorme, surtout les femmes jeunes. Dans 80% des cas, c'est les femmes qui sont touchées. Et ces pathologies représentent le troisième grand processus pathologique après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Donc, ces maladies traduisent la rupture des mécanismes de tolérance immunitaire vis-à-vis des antigènes du soi. Parce qu'à l'état normal, notre système immunitaire, le rôle de notre système immunitaire est de protéger notre organisme. La protection contre les micro-organismes, contre les infections, et contre la prolifération des cellules tumorales. Mais malheureusement, dans quelques situations, ce système immunitaire va se diriger, donc on aura des réponses immunitaires qui sera dirigée contre les antigènes du soi. Et ça provoque des maladies auto-immunes. Cette tolérance, elle est acquise au cours du développement selon des mécanismes complexes, différents des lymphocytes T et des lymphocytes B, centrales et périphériques. Centrales, donc au niveau, lorsque je parle central, donc il y a l'éducation et la maturation de ces lymphocytes T et B au niveau central, donc au niveau des organes lymphoïdes centraux. Pour les lymphocytes T, c'est au niveau du thymus. Pour les lymphocytes B, c'est au niveau de la moelle osseuse. Il y a la maturation
et l'éducation et la sélection de ces lymphocytes T. Donc, il y aura élimination de presque la totalité de ces lymphocytes T et B qui sont autoréactifs. Donc, il y aura élimination de ces lymphocytes T lors de l'éducation et de la maturation au niveau central. Et périphérique, c'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques, comme les ganglions, la rate, le MALT, donc le GALT et le BALT, aboutissant à la sélection des lymphocytes T et B non autoréactifs. C'est ça l'intérêt de ces mécanismes de sélection et de ces mécanismes d'éducation et de maturation de ces lymphocytes. C'est pour garder que les lymphocytes T et B non autoréactifs. Et donc, logiquement, en cas de défaillance de l'un de ces mécanismes, il n'y aura pas cette sélection, elle sera défaillante. Donc, on peut avoir le passage de quelques lymphocytes B autoréactifs à la périphérie, et ces lymphocytes autoréactifs peuvent être à l'origine des maladies auto-immunes. Donc, quelques lymphocytes échappent à cette sélection. Ce sont les lymphocytes autoréactifs de faible affinité. Donc, la présence de lymphocytes T autoréactifs est un phénomène normal, car ces cellules sont soumises à une tolérance périphérique. Elles seront contrôlées à la périphérie par d'autres mécanismes, comme les lymphocytes T régulateurs qui vont synthétiser des cytokines qui vont inhiber l'action de ces lymphocytes autoréactifs à la périphérie. C'est ça à l'état normal. Mais dans quelques situations, soit à cause d'un terrain génétique, soit un facteur de l'environnement, ces mécanismes, soit centraux, soit périphériques, vont être touchés. Donc, on aura une défaillance de ces mécanismes de contrôle et à l'origine de l'action pathogène de ces lymphocytes T autoréactifs vis-à-vis des antigènes du soi, donc à l'origine de l'apparition des maladies auto-immunes. La tolérance et la rupture de tolérance, donc, c'est l'absence. C'est quoi la tolérance? C'est l'absence de réponse immunitaire aux antigènes du soi par les lymphocytes soit T, soit B. L'une des caractéristiques fondamentales du système immunitaire est la distinction du soi et du non-soi. Donc, notre système immunitaire, il peut faire la différence entre les antigènes du soi. Donc, on n'aura pas une réponse contre les antigènes du soi, et il peut faire la différence donc vis-à-vis des antigènes exogènes, comme les micro-organismes, comme les molécules altérées, comme les cellules proliférantes, les cellules malignes. Donc, il peut faire la différence entre les antigènes du soi et du non-soi. Donc, pour les antigènes du soi, il n'y aura pas de réponse. Pour les antigènes du non-soi ou l'exogène, il y aura une réponse immunitaire. Donc, c'est la capacité de ce système de rejeter les substances étrangères tout en laissant intactes les structures du soi. Tout ça, c'est à l'état normal. Toute anomalie dans la discrimination du soi, du non-soi. Donc, ces anomalies sont dues à une défaillance de l'un de ces mécanismes lors de l'éducation centrale ou périphérique. Pouvait déclencher une réaction immunitaire contre les constituants de l'organisme, entraînant par conséquent son autodestruction. De telles réactions portent le nom d'auto-immunité et les pathologies qu'elles déclenchent sont appelées maladies auto-immunes. Le schéma résume un peu les mécanismes de tolérance, et lorsqu'un de ces mécanismes sera défaillant, il y aura risque d'apparition de ces maladies auto-immunes. Donc, au niveau central, pour les T, c'est au niveau du thymus, pour les B, au niveau de la moelle osseuse. Il y a plusieurs mécanismes au niveau central. C'est l'apoptose, c'est la dilution. Apoptose, c'est l'élimination par apoptose des lymphocytes autoréactifs. Et avant l'élimination, ces cellules vont avoir une deuxième chance, c'est le changement de récepteur. Le BCR pour les lymphocytes B et le TCR pour les lymphocytes T. Donc, il y aura une deuxième chance de réarrangement des gènes pour avoir un deuxième récepteur. Si ce deuxième récepteur va reconnaître les antigènes de soi, donc il y aura élimination. Et il y aura développement des lymphocytes T régulateurs qui vont passer à la périphérie. Et au niveau périphérique, il y a toujours l'énergie, donc l'énergie de ces lymphocytes autoréactifs par plusieurs mécanismes. Il y aura inhibition de l'action de ces lymphocytes autoréactifs. Il y a aussi l'apoptose
et l'élimination des lymphocytes autoréactifs. Donc, le destin des lymphocytes qui reconnaissent les antigènes du soi est l'élimination. Et malgré ça, il y a quelques cellules qui peuvent changer le récepteur. C'est une deuxième chance de réarrangement. Mais malgré l'élimination, malgré le changement de récepteur, il y a quelques lymphocytes T autoréactifs qui peuvent passer à la périphérie. Ces lymphocytes T autoréactifs ces lymphocytes vont être soumis à des mécanismes de contrôle par les lymphocytes T régulateurs. Donc, pour inhiber leur action vis-à-vis des antigènes du soi. Donc, en cas de défaillance de l'un de ces mécanismes. Donc, en cas de défaillance, soit par présence d'un terrain génétique avec un facteur de l'environnement, il y aura défaillance de ces mécanismes, donc risque d'apparition de ces maladies auto-immunes. Et quels sont les facteurs de risque? Donc, pour avoir une maladie auto-immune, il faut avoir un terrain génétique de prédisposition. Il faut avoir un terrain génétique. Mais le facteur génétique seul ne suffit pas pour développer une maladie auto-immune dans la majorité des cas, sauf quelques exceptions ou dans les maladies monogéniques. Mais souvent, dans presque la totalité des cas, ça nécessite un facteur déclenchant qui est généralement un facteur de l'environnement. Donc, un facteur de l'environnement sur un terrain génétique de prédisposition, il y aura risque d'apparition d'une maladie auto-immune. Et l'importance des facteurs génétiques ont été prouvés donc, dans ces maladies auto-immunes par la mise en évidence de l'observation des formes familiales. Donc, il y a plusieurs maladies qui se développent chez des familles, quelques familles, par rapport à d'autres. Le risque, donc il y a aussi le risque de développer une maladie chez un apparenté du premier degré d'un patient atteint d'une maladie auto-immune et d'environ 10 fois par rapport à la population normale, à la population générale. Donc, imaginons la maman ou le père qui est touché par une maladie auto-immune. Pour les enfants, le risque est 10 fois supérieur à celui de la population générale. Donc, toutes les maladies auto-immunes spécifiques et non spécifiques d'organes ont une composante génétique. Donc, c'est obligatoire, il faut avoir un terrain génétique de prédisposition. On va voir quels sont les éléments génétiques de prédisposition juste après. Ces maladies sont souvent multifactorielles, donc ça nécessite plusieurs facteurs, résultant de l'interaction de facteurs génétiques et de l'environnement. Donc ça nécessite l'association des deux pour développer une maladie auto-immune. Donc quels sont les facteurs génétiques de prédisposition? L'élément le plus important est lié au gène du CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité ou le HLA. Et donc, quels sont les gènes HLA qui sont incriminés dans l'apparition de ces maladies auto-immunes? Donc, pour ces gènes HLA, ils sont incriminés dans l'apparition des maladies auto-immunes et dans l'apparition d'autres maladies, comme les maladies auto-inflammatoires et même d'autres maladies comme les cancers et l'allergie. D'accord? Donc, pour les maladies auto-inflammatoires, on peut donner comme exemple la spondylarthrite ankylosante. Elle est souvent associée aux molécules HLA-B27. La maladie de B7, elle est associée au HLA-B51. La maladie cœliaque est souvent associée, mais pas obligatoirement, souvent associée aux molécules HLA-DQ2 et DQ8. La polyarthrite rhumatoïde est associée aux molécules HLA-DR4 et DR1. La sclérodermie, elle est associée aux molécules HLA-DR11. Bon, pour la spondylarthrite ankylosante et la maladie de B7, ce sont des maladies auto-inflammatoires. Pour la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune spécifique d'organes. Pour la polyarthrite, la sclérodermie, le lupus, c'est des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Pour le HLA-DR3, cette molécule est associée à plusieurs maladies auto-immunes. Donc, l'élément le plus important, c'est les molécules HLA. Il y a d'autres facteurs, comme les facteurs hormonaux. C'est le cas des oestrogènes et la prolactine. C'est pour ça qu'on trouve ces maladies auto-immunes, surtout chez les femmes.
Donc, les femmes sont les plus fréquemment touchées, 80 à 90%. Ça dépend des maladies, ça dépend des pathologies. Il y a aussi le syndrome de Klinefelter, donc c'est le XXY, 47XXY. Il y a risque d'apparition d'une maladie auto-immune chez ces patients. Et lorsqu'un patient a une mutation des gènes du système immunitaire, donc il y aura ce système immunitaire, on aura une réponse défaillante ou un dérèglement de la réponse immunitaire. Donc, il y a le risque qui augmente pour avoir une maladie auto-immune. Donc, n'importe quel élément touché de ce système immunitaire peut avoir comme conséquence l'apparition d'une maladie auto-immune. Soit donc une mutation des gènes des cytokines et récepteurs de cytokines, soit les molécules de costimulation comme la molécule CD28 ou la CTL4. Le système du complément est très incriminé dans l'apparition des maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que le système du complément, elle est souvent associé surtout à la polyarthrite rhumatoïde et surtout au lupus, parce que le système du complément, parmi les rôles, c'est l'élimination des complexes humains. D'accord? L'élimination du complexe humain, l'élimination des corps apoptotiques, et ces éléments favorisent l'apparition des maladies auto-immunes. Donc, en cas de défaillance dans ce système, il y aura défaillance d'élimination du complexe humain, des cellules apoptotiques, donc il y a un risque d'apparition des maladies auto-immunes. Il y a d'autres gènes, les gènes du facteur de transcription, les gènes des TLR, c'est les récepteurs des cellules non spécifiques. Les récepteurs phas-ligand, c'est les récepteurs de l'apoptose. Vous imaginez une mutation de ces récepteurs, donc on n'aura pas l'apoptose des lymphocytes autoréactifs. Donc il y aura passage de ces lymphocytes autoréactifs à la périphérie, et donc ils vont être considérés comme un risque pour l'apparition d'une maladie auto-immune. En plus des facteurs génétiques, il y a les facteurs de l'environnement. Parmi les facteurs de l'environnement, il y a surtout, on incrimine surtout les infections. Et parmi les infections, on incrimine surtout les infections virales. Ces infections augmentent l'expression de CMH par la production d'interférons gamma. Donc, ces infections augmentent la production d'interférons gamma et l'interféron gamma favorise l'expression de CMH. Donc, la possibilité de la présentation des peptides sous-dominants. Donc, il y a les peptides sous-dominants. Ces peptides n'ont pas été au contact avec les lymphocytes lors de la maturation. Donc, ces peptides vont être considérés comme des peptides exogènes. Et les infections favorisent la présentation de ces peptides qui sont considérés comme des peptides exogènes. Donc, on aura une réponse immunitaire vis-à-vis de ces peptides. Le mimétisme moléculaire, c'est la ressemblance entre antigène d'un micro-organisme et un antigène du soi. Donc, s'il y a une identité, soit totale ou soit partielle, entre ces micro-organismes, la réponse immunitaire au début contre ces infections et par la suite, puisque ces micro-organismes présentent quelques homologies structurales avec les antigènes du soi, il y aura une réponse contre ces antigènes du soi. Les micro-organismes peuvent induire des co-signaux, donc ils vont favoriser l'activation des cellules autoréactives, nécessaires donc à l'activation des clones autoréactifs. À l'état normal, ces lymphocytes autoréactifs n'ont pas des molécules de co-stimulation et les infections favorisent l'expression de ces molécules, donc favorisent leur activation. En plus de ça, les infections et l'antibiothérapie peuvent provoquer l'augmentation de la perméabilité intestinale qui peut être à l'origine de la rupture de tolérance de pas mal d'antigènes. La vitamine D, elle est très incriminée dans la tolérance et dans la régulation du système immunitaire. Donc, des études ont montré que la supplémentation de la vitamine D permet une diminution des lymphocytes auxiliaires, des cellules B à mémoire, des cellules TCD8 activées et en même temps une augmentation des cellules T régulatrices. Donc, ça favorise l'inhibition de l'activation des lymphocytes autoréactifs. Donc, on aura une inhibition de l'action de ces lymphocytes vis-à-vis des antigènes du soi, donc par régulation de ces éléments. De même, les cellules dendritiques myéloïdes sont les cibles de la vitamine D qui modulent leur phénotype et leur confèrent de façon stable et durable un profil tolérogène.
Donc, on n'aura pas une réponse vis-à-vis des antigènes du soin. Et donc, la vitamine D, c'est une vitamine très, très importante pour le bon fonctionnement du système immunitaire, soit dans l'inhibition de l'apparition, donc ça provoque, ça inhibe l'apparition des maladies auto-immunes, et en même temps, on aura une stimulation du système immunitaire vis-à-vis des micro-organismes, et même la vitamine D, elle est incriminée dans la surveillance des cellules malignes. Donc la vitamine D, elle est très très importante pour le bon fonctionnement de ce système immunitaire, et puisqu'on est dans les maladies auto-immunes, elle est très incriminée, elle est très intéressée, très importante, elle est très intéressante dans la protection de l'organisme contre l'apparition de ces maladies auto-immunes. Et donc, la vitamine D, la source, c'est surtout les rayons ultraviolets, donc les rayons solaires. Et quels sont les rôles les rayons ultraviolets dans l'apparition des maladies auto-immunes? S'il y a excès d'exposition aux rayons ultraviolets, il y aura risque d'apoptose des kératinocytes. Et donc, l'augmentation de l'apoptose, s'il y a une défaillance de l'élimination de ces cellules apoptotiques, donc il y aura un risque d'apparition des maladies auto-immunes. Et ça provoque aussi un stress oxydatif. Et ces deux éléments favorisent l'apparition des maladies auto-immunes chez des patients prédisposés sur le plan génétique. Il y a aussi soit l'excès, soit le défaut d'exposition. Le défaut, il y aura carence en vitamine D, et lorsqu'on sait que la vitamine D joue un rôle très important dans le bon fonctionnement du système immunitaire, donc il y aura défaillance de ce système et risque d'apparition de maladies auto-immunes et même risque d'apparition des infections et des cancers. Il y a aussi, on peut avoir un déficit en immunosuppression. L'idéal, c'est d'avoir une exposition correcte. Pas trop d'excès, pas de défaut. Donc, khayrul umuri awsatuha. Il y a aussi l'élément important, c'est l'alimentation. L'alimentation, elle doit être saine, mais malheureusement, pour le moment, c'est difficile d'avoir une alimentation saine. Les radicaux, donc l'alimentation, elle est à l'origine de l'apparition des radicaux libres. Ces radicaux, donc lorsqu'ils sont produits en excès, les radicaux libres et les oxydants engendrent un stress oxydatif, donc un processus délétère qui peut gravement altérer les membranes cellulaires et d'autres structures, telles que les protéines, les lipides, les lipoprotéines et l'ADN, et active l'expression de gènes codant pour les cytokines pro-inflammatoires. Donc ça favorise l'inflammation, ou les protéines d'adhésion, donc ça favorise l'adhésion et l'activation de ces cellules. Donc il faut éviter l'alimentation riche en radicaux libres. Il faut manger une alimentation riche en antioxydants. D'accord? L'alimentation riche en antioxydants, elle est très bénéfique pour notre système immunitaire. Soit elle protège l'organisme contre l'apparition des maladies auto-immunes et contre l'apparition des cancers. D'accord? Donc il faut manger une alimentation très riche en antioxydants. Il y a d'autres facteurs de l'environnement. Les médicaments, il ne faut pas abuser des médicaments. C'est des produits chimiques qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'une maladie auto-immune. Il y a aussi des produits chimiques. Il y a des sujets qui sont trop exposés à des produits chimiques. Donc, le risque d'avoir une maladie auto-immune sera très important. Donc, comme l'amiante, les silices, les métaux lourds, les pesticides. Il y a autres stress. Il y a d'autres facteurs comme le stress, la vaccination, le tabac, les ondes. Donc, il y a plusieurs facteurs de l'environnement qui peuvent favoriser l'apparition d'une maladie auto-immune, mais ça nécessite toujours un terrain génétique de prédisposition. Et donc, les facteurs de l'environnement, les facteurs génétiques vont être à l'origine de l'apparition d'une maladie auto-immune. Et lorsqu'on parle des maladies auto-immunes, ça sous-entend des autres anticorps. Et malgré qu'il y a d'autres maladies auto-immunes qui sont dues aux lymphocytes T autoréactifs. Et dans la plupart des cas, souvent, on parle des autres anticorps qui sont incriminés dans ces maladies auto-immunes.
il y a plus d'une centaine d'auto-anticorps. Il y a des auto-anticorps qui sont spécifiques d'un organe, donc ils vont être à l'origine de l'apparition d'une maladie auto-immune spécifique d'un organe. Il y a les auto-anticorps qui sont non spécifiques d'organes, qui sont dirigés contre les constituants communs au noyau, comme l'ADN par exemple, et au cytoplasme de toutes les cellules. Donc, puisqu'ils sont dirigés contre un antigène commun, on peut avoir, ces anticorps peuvent se diriger contre plusieurs organes qui ont le même antigène. Donc, on peut avoir l'atteinte de plusieurs organes en même temps, et donc on aura l'apparition des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. On peut les classer en auto-anticorps naturels, des types IgM de faible affinité. Ils sont présents même chez des individus sains. Mais les auto-anticorps qui sont incriminés dans les maladies auto-immunes, c'est les auto-anticorps d'ésotype IgG. Ils sont de forte affinité et ces auto-anticorps d'ésotype IgG vont entraîner des maladies auto-immunes. Comment ces auto-anticorps provoquent la destruction des organes, de ces organes, ou provoquent l'apparition des signes cliniques ou des maladies auto-immunes? Donc, quel est le rôle pathogène de ces auto-anticorps? Ils peuvent être cytotoxiques ou opsonisants, donc par activation du complément et par le phénomène d'ADCC. Le phénomène d'ADCC, c'est la cytotoxicité cellulaire, donc il y a destruction des cellules, cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Il y a un anticorps qui va se fixer sur une cellule et par la suite, il favorise cette destruction. Ça se voit dans le cas des anémies hémolytiques auto-immunes et dans le cas du purpura thrombopénique auto-immune. Il y a les auto-anticorps antirécepteurs. Par exemple, dans le cas de la myasthénie, c'est une maladie, dans ce cas spécifique d'organes. Et donc, l'anticorps est dirigé contre les récepteurs de l'acétylcholine. D'accord? Donc, il y aura blocage de l'acétylcholine à l'origine de l'apparition de la myasthénie. Il y a les anticorps bloquants, comme le cas de récepteurs de la TSH. Et donc, on aura l'apparition de la maladie de Basedow dans les thyroïdites, l'hyperthyroïdie auto-immune. Il y a les anticorps anti-antigènes solubles. Et dans ce cas, si on a un anticorps anti-insuline, on aura une hyperglycémie. Si on a un autre anticorps antifacteur de coagulation, on aura des hémorragies, ainsi de suite. Un autre anticorps antifacteur intrinsèque, on aura une anémie de Birmer. Anémie de Birmer, tout ça, c'est des maladies spécifiques d'organes. L'auto-anticorps peut provoquer des dégâts par le dépôt du complexe humain. Donc, l'auto-anticorps se fixe sur un antigène. Donc, on aura une formation d'un complexe humain qui peut se déposer au niveau des vaisseaux. À l'origine, donc, imaginons un auto-anticorps anti-ADN, il se fixe sur l'ADN et le complexe va se déposer au niveau des vaisseaux. Et ça se voit dans le cas du lupus érythémateux disséminé. Dans ce cas, il y a le dépôt au niveau de la peau, donc les vaisseaux au niveau de la peau, au niveau des glomérules et au niveau du système nerveux central. Donc c'est pour ça que dans le cas du lupus, on aura une apparition des signes cliniques au niveau de la peau, au niveau du système nerveux central et même au niveau des reins. Donc on aura une association fréquente atteinte rénale et lupus. La polyarthrite rhumatoïde, c'est au niveau des articulations et ça touche surtout la synoviale. Donc, les auto-anticorps sont dirigés contre l'anti-FC, ça s'appelle le facteur rhumatoïde. L'anticorps anti-FC, c'est la partie FC des immunoglobulines, et dans ce cas, c'est la partie FC des IgG. C'est ça le facteur rhumatoïde. C'est un auto-anticorps dirigé contre la partie FC des IgG. L'auto-anticorps, dans ce cas, est souvent des IgM, parfois IgG, parfois IgA. Donc, soit IgM dans la majorité des cas, soit IgG, soit IgG, soit IgA, dirigé contre la partie FC, toujours la partie FC des IgG. Le complexe humain déposé active le système du complément. On sait que le système du complément s'active par le complexe humain. Donc, le dépôt de ce complexe humain va activer le système du complément à l'origine d'un chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles qui vont libérer des enzymes protéolytiques et des dérivés oxygénés. Ces médiateurs de l'inflammation vont provoquer des lésions tissulaires.
C'est pour ça, donc, si on prend l'exemple d'un complexe humain, anticorps, anti-ADN, au niveau rénal, il y aura ce complexe qui va activer le système de complément chimiotactile des polynucléaires qui vont libérer leurs médiateurs à l'origine de l'atteinte des glomérules et par conséquent, on peut avoir une insuffisance rénale à cause du dépôt de ces complexes humains dans la maladie lipidique. Il y a donc, dans la majorité des cas, donc on parle des auto-anticorps, mais parfois il y a quelques maladies qui sont dues à l'action pathogène des lymphocytes T autoréactifs. Donc les lymphocytes T cytotoxiques peuvent provoquer des lésions tissulaires. Lorsqu'on parle des lymphocytes T cytotoxiques, ça sous-entend CD8 autoréactifs par libération de perforine, donc à l'origine de la cytotoxicité. L'exemple typique, c'est la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans dans le diabète insulinodépendant. Entre parenthèses, c'est une maladie spécifique d'organes. Et dans le cas, parfois, c'est les lymphocytes TCD4 autoréactifs par libération des cytokines pro-inflammatoires, donc comme l'interféron gamma, les TNF-alpha, et ça provoque des états d'hypersensibilité retardée, et ça peut donner aussi la maladie, la sclérose en plaques qui touche le système nerveux central. Et donc, quelles sont les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes? On sait qu'il y a les maladies spécifiques d'organes, il y a les maladies non spécifiques d'organes. L'objectif de ce cours, c'est les maladies non spécifiques d'organes. Donc, en classification, les maladies auto-immunes sont classées soit spécifiques d'organes, soit non spécifiques d'organes. Donc, pour les spécifiques d'organes, n'importe quel organe peut être touché, soit les glandes endocrines, soit le foie, soit le système neuromusculaire, soit le tube digestif, la peau, divers, n'importe quel organe peut être touché. Parfois, on a chez un même malade 2 maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Parfois, une maladie, rarement 3. Parfois, une maladie auto-immune spécifique d'organes avec une autre maladie non spécifique d'organes. Et quelles sont ces maladies non spécifiques d'organes? On les appelle aussi connectivites ou maladies systémiques. Il y a la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la plus fréquente de ces maladies systémiques. En deuxième position, il y a le lupus érythémateux systémique. En deuxième position, parce que c'est la maladie la plus grave dans ces maladies auto-immunes systémiques. Il y a en troisième position le syndrome de Gaucher-Sjögren, ça s'appelle aussi le syndrome SEC, SS. SS pour syndrome SEC. Il y a la sclérodermie, il y a la myosite et la dermatomyosite, ça s'appelle aussi dermatopolymyosite. Donc polymyosite, dermatomyosite, qui s'appelle aussi la dermatopolymyosite. Il y a les connectivites mixtes, ça s'appelle le syndrome de Sharp. Lorsque je parle de connectivite mixte, donc on peut avoir des signes cliniques, une sclérodermie, de polymyosite, de lupus, l'association de 2 ou 3 maladies auto-immunes systémiques. On peut classer dans ces connectivites aussi les vascularites à ANCA et les syndromes des antiphospholipides. Le syndrome des antiphospholipides est souvent associé au lupus. Parfois, il est primaire. Donc, on va détailler surtout les 2 pathologies. Donc, la première, c'est la plus fréquente. La deuxième, c'est la plus grave. D'accord? Donc, on va détailler surtout ça et on va voir plus ou moins rapidement les autres maladies. Et donc, dans quel cas on pense à une maladie auto-immune? Souvent, ça concerne les femmes jeunes. Donc, imaginons une femme jeune qui présente 1 ou 2 ou 3 ou 4 de ces signes cliniques, comme la fièvre modérée, des arthralgies ou des arthrites, un syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, c'est une alternance de coloration-décoloration des extrémités, donc au niveau des mains surtout, et au niveau des pieds. Une pâleur cutanéo-muqueuse, ulcération cutanée inexpliquée, des éruptions cutanées sous forme de vespertilio, surtout au niveau de la face, la sclérose cutanée, des myalgies, des pleurésies, péricardites inexpliquées, des œdèmes des mains, des néphropathies, des avortements à répétition inexpliqués, des atteintes neurologiques, céphalées, convulsions, AVC, donc des accidents vasculaires cérébraux,
En cas, donc, les signes biologiques, en cas d'anémie, en cas de leucopénie, en cas de thrombopénie, soit deux, soit seulement. Donc, soit on peut avoir les trois lignées qui sont touchées, soit une lignée, soit deux lignées qui sont touchées. Et on peut avoir une association fréquente avec l'hypocomplémentémie, surtout lorsqu'on a une maladie avec des complexes humains. On sait que les complexes humains activent fortement le système du complément, donc on aura une forte consommation de ce système de complément et par conséquent, on aura une hypocomplémentémie. Donc c'est une patiente, surtout une femme jeune, si elle présente ces signes cliniques et quelques signes biologiques, il faut penser à ces maladies systémiques. Donc, on commence par la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, c'est la plus fréquente des rhumatismes inflammatoires. Elle touche généralement 0,5 à 1% de la population. C'est énorme. Vous imaginez 1% de la population qui sont touchées. Touche surtout les femmes, souvent après 35 ans. Bon, on peut avoir des femmes de 20 ans, 25 ans, 30 ans touchées par la polyarthrite. Mais généralement, c'est après 35 ans. Sur le sexe ratio, c'est 7 femmes pour 3 hommes. Le pic d'âge, c'est entre 40 et 50 ans. C'est une maladie inflammatoire aboutissant à la déformation et à la destruction des articulations. Ça touche, au niveau des articulations, ça touche la synoviale. Il faut souligner la synoviale qui est touchée par cette réponse immunitaire. Elle débute généralement aux petites articulations, au niveau des mains, des pieds, des poignets, souvent symétriques. Et d'autres articulations sont ensuite touchées. Elle évolue par poussée et rémission, entraînant la destruction de ces articulations, aboutissant à une impotence fonctionnelle parfois majeure. Donc, impotence avec déformation des articulations. Et il y a aussi les manifestations extra-articulaires. On peut avoir une atteinte pulmonaire, donc atteinte pulmonaire interstitielle évoluant vers la fibrose et donc vers l'insuffisance respiratoire. Et on peut avoir des vascularites touchant plusieurs organes. Donc ça peut toucher la peau, le système nerveux et ça peut toucher aussi les yeux. Donc au début, ça peut se manifester par des arthralgies ou des arthrites. Donc ce n'est pas vraiment très spécifique de la PR. Et donc au début, généralement, pour faire la différence entre ces maladies auto-immunes systémiques, c'est un peu difficile. Donc, toujours sur le plan clinique, il y a aussi une raideur matinale. C'est important de souligner une raideur matinale. Au minimum 3 articulations. Il y a aussi des arthrites, des arthralgies, surtout le matin, des nodules rhumatoïdes au niveau de la peau et lésions articulaires. Ces lésions sont souvent symétriques. Donc, sur le plan biologique, il y a l'apparition des facteurs rhumatoïdes dans 80% des cas. Donc, dans 80% des cas. Ça veut dire quoi? L'absence du facteur rhumatoïde n'élimine pas la polyarthrite rhumatoïde. Parce qu'il y a des PR sans facteur rhumatoïde. On les appelle les polyarthrites séronégatives. Donc, dans 80%, c'est positif. Et souvent, c'est des EGM, parfois IgG ou IgA. Malheureusement, ces facteurs rhumatoïdes ne sont pas spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde. On peut les retrouver dans la maladie du lupus érythémateux disséminé, dans l'arthrite chronique juvénile. Même en cas d'infection en dehors des maladies auto-immunes, le patient peut développer ces facteurs rhumatoïdes. Et même chez les sujets sains, après 65 ans. Donc, ce n'est pas très spécifique. C'est un élément dans le tableau diagnostique. Et l'absence n'élimine pas la maladie et la présence ne confirme pas la maladie. Donc, c'est un élément important dans les critères diagnostiques. On peut trouver les facteurs antinucléaires, les FAN, on les appelle aussi les anticorps antinucléaires positifs dans 40% des cas. Dans 40% des cas. Donc l'absence des FAN n'élimine pas une PR. Ce schéma donc représente les facteurs hématoïdes.
sont soit des EGM, soit des EGG, dirigés contre la partie FC des EGG. Donc, à gauche, c'est les EGM, dirigés contre la partie FC des EGG. À droite, c'est les EGG, dirigés contre la partie FC, toujours des EGG. Il y a un deuxième paramètre, bon, plus ou moins récent, c'est les authenticorps antipeptides cycliques citrullinés. C'est plus spécifique de l'APR que le facteur hématoïde. Il est plus spécifique. C'est un nouveau marqueur immunologique à visite diagnostique. La spécificité, elle est 95% et pronostic. Donc, c'est un facteur pronostic. Donc, on peut faire un diagnostic précoce d'une PR et ça se voit au niveau des patients qui ont une PR érosive. Et donc, il y a apparition précoce de ce facteur, l'anticorps anti-CCP. Ça s'appelle aussi l'anticorps ACPA, ACPA. L'anticorps dirigé contre des motifs antigéniques riches en citrulline, présents au sein de plusieurs protéines dont les résidus arginines ont été transformés en citrulline du milieu synovial. Donc, il y a une modification de ces molécules à l'origine de l'apparition des auto-anticorps. Par modification de cette molécule, donc on aura apparition des auto-anticorps. Ces auto-anticorps, on les appelle anti-CCP. Bon, c'est des photos qui représentent les déformations des articulations au niveau des mains. Et donc, pour poser un diagnostic de PR, ce n'est pas la présence de facteurs hématoïdes ou la présence d'anticorps anti-CCP ou une arthrite ou une articulation, donc ou des arthralgies. Ça nécessite, c'est des critères pour poser un diagnostic. C'est des critères de classification de la PR révisés par l'ACR en 1997. Donc, ça nécessite la présence d'une raideur matinale, une arthrite de moins de 3 articulations, arthrite symétrique, arthrite touchant la main, des nodules hématoïdes, la présence de facteurs hématoïdes dans le sérum, des lésions radiologiques spécifiques de la PR. Donc, pour classer le patient comme étant atteint d'une PR, il doit satisfaire au moins 4 critères. Au moins, minimum 4 critères. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a l'absence de l'anticorps anti-CCP, parce que c'est des critères qui ont été établis en 1999. C'est pour ça actuellement, pour classer, donc pour poser un diagnostic donc dans les critères de classification d'une PR, on prend en considération 6 critères diagnostiques d'une PR. Actuellement, c'est ça, selon l'ACR et l'ELAR en 2019, établi en 2009, pardon. C'est plus précis avec des points et on aura un score. D'accord? À la fin, on aura un score. Donc, il faut voir le type d'atteinte articulaire, le nombre d'articulations et le type d'articulation. Est-ce que les petites articulations, est-ce que l'articulation moyenne, est-ce que les grosses articulations? Et on va noter, par exemple, une articulation moyenne ou grosse, c'est 0. 2 à 10 articulations moyennes ou grosses, c'est 1 point. Plus de 10 articulations, c'est 5 points. Et donc, ça, c'est le plan clinique et articulaire. Sur le plan biologique, immunologique, on prend en considération les facteurs hématoïdes et les ACPA. On ne prend pas en considération les facteurs antinucléaires. D'accord? Et les marqueurs de l'inflammation. On prend aussi les marqueurs de l'inflammation. Et à la fin, on fait la somme des points. Si le score est supérieur à 6, on pose le diagnostic d'une PR. Et donc, après la polyarthrite, on passe à la maladie qui est fréquente, mais malheureusement souvent mal diagnostiquée, et c'est la maladie la plus grave dans ces maladies systémiques. C'est le lupus érythémateux disséminé. Ça s'appelle le lupus érythémateux disséminé. Le lupus érythémateux systémique, en anglais, vous trouvez SLE. SLE ou le lupus ou le LED. Et pour le moment, ça s'appelle aussi la maladie lupique. Vous trouvez dans quelques articles, on parle de la maladie lupique. Donc, vous trouvez soit LED, soit LES, soit SLE, c'est toujours le lupus. Donc, lupus, c'est en grec, c'est un mot latin concernant donc le loup en latin.
ça veut dire loup en latin, érythémateux, donc c'est rouge en grec. Donc c'est des éruptions, à cause des éruptions cutanées rougeâtres, c'est surtout au niveau du visage. Le lupus érythémateux disséminé comporte des manifestations cliniques très polymorphes. C'est pour ça le diagnostic est souvent difficile. C'est pour ça, c'est pas comme la polyarthrite, ça touche surtout les articulations. Et lorsqu'on a une atteinte articulaire, on passe en premier lieu à la polyarthrite rhumatoïde. Par contre, pour le lupus, c'est des signes très très polymorphes et parfois on passe à côté facilement. Donc, c'est des signes cutanéo-viscérales évoluant par poussée. Cliniquement, on peut avoir des signes généraux, fièvre, asthénie et parfois altération de l'état général. L'altération de l'état général, ça se voit généralement à la fin, donc au stade terminal. Après plusieurs poussées-rémissions, on aura la destruction de plusieurs organes, donc il y aura atteinte de l'état général. La fièvre, elle est de 38. Ce n'est pas vraiment une fièvre comme les infections. C'est une fébricule de 38. Une arthrite et des arthralgies dans 70 à 90% des cas. Donc, on peut avoir au début que des arthrites et des arthralgies. Généralement, lorsqu'on a des arthrites et arthralgies, on pense à la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on peut passer à côté. Les éruptions cutanées en aide de papillon, c'est plus ou moins spécifique. C'est le vespertilio au visage. Donc, ça se trouve dans 40 à 60% des cas. C'est un signe spécifique de lupus. Malheureusement, on peut ne pas avoir ce signe clinique. Il y a l'atteinte rénale avec protéinurie. Donc, on a parlé de l'atteinte rénale à cause des défauts des complexes humains. L'atteinte neurologique sous forme soit de céphalée, soit des convulsions. Donc, en cas de céphalée inexpliquée, il faut penser aussi à ces maladies auto-immunes, surtout au lupus. On peut avoir même des convulsions dans le lupus. Donc, le patient peut développer des convulsions et le patient va voir directement, soit il va directement au service de neurologie, soit il va voir directement un spécialiste en neuro. Donc, généralement, on ne pense pas au lupus. C'est pour ça que c'est à cause de ce polymorphisme clinique, généralement, on passe à côté. Et c'est pour ça que le lupus est malheureusement considéré comme une maladie, rare. Le patient peut développer une péricardite et une pleurésie inexpliquée. Donc, chez 30 à 50% des patients lupiques, on peut avoir une péricardite et une pleurésie. Des ulcérations buccales, alopécie et pâleur cutanéo-muqueuse. Des psychoses et neuropathies périphériques. Le patient peut être hospitalisé en psychiatrie pour une psychose. Alors, en réalité, ce n'est pas une psychose vraiment organique, c'est une maladie auto-immune, c'est un lupus. Et le patient va être traité par des antidépresseurs et non par des immunosuppresseurs. On peut avoir une photosensibilité. Donc, vous voyez que c'est très, très polymorphe sur le plan clinique. Le patient peut avoir 2, 3, 4 signes cliniques, peut avoir un signe clinique. D'accord, peut avoir 3, 4, 5. Ça dépend des cas. Ça dépend des auto-anticorps retrouvés chez ce patient. Donc, c'est pour ça que c'est très polymorphe. Donc, cette photo représente l'éruption cutanée en aide de papillon. C'est très spécifique du lupus. C'est le vespertilio. Sur le plan biologique, on peut avoir l'atteinte de 2, 3 lignées, parfois une seule lignée. Donc, on peut avoir chez le patient lupique une leucopénie, une thrombopénie ou une anémie. Parfois les deux, parfois 3. Une hypergamma-globulinémie, donc généralement c'est les EGG. À l'électrophorèse, on trouve une augmentation de la fraction gamma. Si on fait le dosage de ces immunoglobulines, on trouve surtout les EGG qui sont très élevés. Donc chez une femme qui présente une anémie, si on fait l'électrophorèse, on trouve une hypergamma-globulinémie. Il faut penser. Donc une femme qui présente une anémie, soit des arthralgies inexpliquées. Si on fait l'électrophorèse et on trouve une hypergamma-globulinémie, il faut penser au lupus. Il faut rechercher les auto-anticorps. Quels sont les auto-anticorps? C'est généralement dirigé contre les structures du noyau. On les appelle les facteurs antinucléaires. Ils sont présents dans 90 à 100% des cas.
Ça dépend des études. Il y a des études qui ont trouvé que 90% des cas, il y en a d'autres qui ont trouvé 95, il y en a d'autres 100% des cas. Parmi ces facteurs antinucléaires, il y a l'anticorps anti-ADN. Donc l'anticorps anti-ADN fait partie des facteurs antinucléaires. Donc il est retrouvé chez 70% des cas. Bon, il y a des études qui parlent de 50% des cas. Donc c'est 50 à 70% des cas. Donc l'absence de l'anticorps anti-ADN n'élimine pas aussi le lupus. Il y a les anticorps anti-histone qui sont retrouvés dans le lupus induit par les médicaments. Il y a aussi l'anticorps antinucléosome. On peut retrouver les anticorps antinucléosomes chez les patients lupiques, soit associés avec l'anticorps anti-ADN, soit en cas d'absence d'anticorps anti-ADN. Donc, on ne peut pas poser un diagnostic. C'est la présence de l'anticorps antinucléosome qui nous oriente vers le lupus. Et donc, l'anticorps anti-ADN, c'est un autre anticorps spécifique du lupus. C'est une patiente qui a des signes cliniques en faveur. Il y a avec anémie, thrombopénie, ainsi de suite, hypergamma-globulinémie. Si on trouve un anticorps anti-ADN, donc on peut, en fonction des critères, donc on va les voir après, on peut poser le diagnostic d'un lupus. Il y a aussi les anticorps dirigés contre les antigènes solubles. Donc les anticorps anti-ADN, anti-histone, antinucléosome, ils sont dirigés contre les antigènes insolubles du noyau. Il y a donc les antigènes insolubles qui sont l'ADN, l'histone et le nucléosome. Il y a les antigènes solubles, comme le SM, RMP, SSA, SSP et PCNA. Donc, c'est des antigènes solubles du noyau et les autres anticorps sont dirigés contre ces antigènes. Le plus spécifique, c'est l'auto-anticorps anti-SM, malheureusement retrouvé chez 20% des cas, 20 à 30% des cas. D'accord? Ça dépend des études. D'accord? Donc, l'ADN, elle est plus fréquente que le SM. C'est les deux auto-anticorps qui sont spécifiques. Il y a aussi l'anticorps anti-PCNA. C'est des anticorps dirigés contre les constituants du noyau des cellules proliférantes. C'est très, très spécifique du lupus. Mais malheureusement pour les PCNA, ils sont retrouvés chez 3% des cas. Donc, ce n'est pas vraiment un paramètre très important pour poser un diagnostic. Donc, c'est 95% à peu près des lupiques n'ont pas le PCNA. D'accord? C'est pas, donc, lorsqu'on trouve le PCNA, on peut dire que le patient a le lupus, mais l'absence n'élimine pas. D'accord? Donc, c'est pas comme l'ADN et le SM. L'ADN, c'est 70%, SM, 20 à 30%, PCNA, c'est 3 à 4, 5% maximum. Il y a aussi d'autres auto-anticorps, anticorps anti-ribosomes, les anticorps anti-C1Q et les autres anticorps anti-C1Q, il faut souligner ça, ils sont souvent associés à l'atteinte rénale. Il faut souligner auto-anticorps anti-C1Q chez un lupique. Il faut donc, si on trouve l'auto-anticorps anti-C1Q, il faut toujours explorer la fonction rénale. Donc, le lupus, il y a aussi le lupus néonatal. Ça se voit chez le nouveau-né d'une mère lupique avec des auto-anticorps, mère lupique avec auto-anticorps anti-SSA surtout, et parfois même anti-SSP, se manifeste par des troubles de la conduction auriculo-ventriculaire. Donc, ça se voit par donc, des signes cliniques sous forme de bloc auriculo-ventriculaire chez un nouveau-né. Donc, chez un nouveau-né, si on a un bloc auriculo-ventriculaire, il faut explorer la maman à la recherche d'un lupus. Parce que le passage, surtout lors du 3e trimestre, le passage de ces auto-anticorps peut provoquer la destruction du noyau, donc du nœud sinusal, et ça peut provoquer des signes cliniques, donc, comme le bloc auriculo-ventriculaire chez le nouveau-né, et malheureusement, c'est des séquelles chroniques. Il n'y aura pas de traitement, c'est des séquelles à vie. D'accord? Donc, il faut un bloc auriculo-ventriculaire chez un nouveau-né, il faut explorer la maman, il faut faire la recherche de ces auto-anticorps. Et donc, quels sont les critères pour poser un diagnostic? Quels sont les critères diagnostiques du lupus? Il y a les critères cliniques, il y a les critères immunologiques. Donc, on a déjà parlé des signes cliniques et des signes biologiques. Il y a les facteurs antinucléaires,
les anticorps anti-ADN, il y a l'anticorps surtout anti-SM, l'anticorps anti-APL. Donc, vous constatez que le PCNA n'est pas classé parmi les critères diagnostiques parce que c'est très rare comme auto-anticorps. Il y a aussi même l'anticorps anti-phospholipide. Il y a l'hypocomplémentémie et le test de COMS direct en absence d'anémie hémolytique. Donc, tout ça, c'est en faveur d'un lupus. Donc, il faut avoir au moins un critère clinique. Donc, il faut avoir 4 critères. Mais au moins un critère clinique. Bon, si on a un critère, les critères cliniques et d'autres immunologiques, ou l'inverse, un critère immunologique et d'autres cliniques. Donc, l'essentiel, il faut avoir 4 critères. Ou une glomérulonéphrite lipique atteinte rénale avec un anticorps antinucléaire. Ou là, anticorps antinucléaire, surtout lorsqu'il s'agit d'un anticorps anti-ADN natif. Donc, on peut poser le diagnostic de lupus. Et comme j'ai déjà parlé que le syndrome des antiphospholipides, il peut être primaire, comme il peut être secondaire à d'autres maladies auto-immunes, surtout secondaires au lupus. C'est souvent associé au lupus. Il peut être primaire, donc primaire ou secondaire au lupus, se manifeste par des thromboses vasculaires, des avortements à répétition et la présence d'auto-anticorps antiphospholipides. Donc, se manifeste par des thromboses vasculaires, et ces thromboses vasculaires qui sont à l'origine des avortements à répétition et même d'autres signes comme les accidents vasculaires cérébraux. Et sur le plan biologique, on aura des auto-anticorps antiphospholipides. Quels sont ces auto-anticorps anticardio? Donc, quels sont ces auto-anticorps antiphospholipides? Il y a les auto-anticorps anticardiolipines, il y a les auto-anticorps anti-bêta-2 glycoprotéines. Donc, actuellement, c'est les 2 auto-anticorps qui sont incriminés dans l'apparition de ces syndromes des antiphospholipides. Les autypes de ces auto-anticorps anticardiolipines, pour le moment, on parle que des auto-anticorps donc des autypes IgG et OIgM pour les 2, mais il y a d'autres auto-anticorps comme il y a d'autres auto-anticorps, il y a d'autres isotypes comme l'isotype IgA qui est incriminé. Mais sur le plan critères qui sont établis actuellement, on établit que les auto-anticorps anticardiolipines d'isotype IgM, IgG et les auto-anticorps anti-bêta-2 glycoprotéines d'isotype IgM, IgG. Il y a les autres signes cliniques, il y a l'augmentation de TCK, il y a aussi, on peut trouver aussi une fausse sérologie syphilitique, ça veut dire quoi? TPHA négative, VDRL positive. Parce que lors de la sérologie syphilitique, on trouve TPHA positive, VDRL positive. Dans le syndrome des antiphospholipides, il y a le TPHA négatif et le VDRL positif, par réaction croisée de ces auto-anticorps. Donc, le syndrome des antiphospholipides, ça s'appelle le SAPL, ou syndrome de Hughes, est une entité clinico-biologique caractérisée par l'association de thromboses artérielles, veineuses ou placentaires et la production d'auto-anticorps antiphospholipides. Lorsque ce syndrome est isolé, on parle d'un syndrome SAPL primaire, associé à une autre maladie auto-immune dans 20% des cas, c'est le lupus. Ça peut être associé à des infections, une prise médicamenteuse. On parle d'un syndrome des antiphospholipides secondaires. Il se manifeste par des thromboses veineuses, par des thromboses artérielles, parfois, dans les cas graves, c'est le syndrome catastrophique syndrome catastrophique des antiphospholipides, par des signes d'un syndrome obstétrical comme des avortements à répétition. Donc, sur le thrombose veineuse, on les retrouve dans 20 à 30% des cas. La localisation, elle est rénale, hépatique, mésentérique, cérébrale et au niveau du membre inférieur. Donc, vous imaginez la gravité de ces membranes, de ces thromboses veineuses lorsque ça touche donc les reins. Donc, ça peut provoquer une insuffisance rénale, hépatique, mésentérique, cérébrale. Donc, vous imaginez la gravité de ce thrombose.
Les- il y a aussi les thromboses, pardon, artérielles qui sont rares, et ça peut toucher les coronaires, les mésentères, la rétine. Donc, on peut avoir une cécité, le système nerveux central. Donc, on peut avoir un syndrome obstétrical, ischémie placentaire, perte fœtale précoce et répétée, des éclampsies, pardon, et des prééclampsies. Donc, lorsqu'une femme, surtout au troisième trimestre, présente des éclampsies, pardon, éclampsies, ou là des prééclampsies, on pense, il faut demander un bilan à la recherche des autoanticorps antiphospholipides. Et le syndrome des catastrophiques des antiphospholipides, c'est le syndrome le plus dangereux de ce syndrome des antiphospholipides. On aura atteinte de plusieurs organes qui sont touchés simultanément. Donc, vous imaginez une atteinte rénale, des accidents vasculaires au niveau cérébral et insuffisance respiratoire, tout ça en même temps. Et donc, généralement, c'est le décès dans ces cas, parce qu'on ne prend pas en charge correctement et d'une façon très précoce ce syndrome catastrophique des antiphospholipides. Généralement, malheureusement, c'est le décès. Il faut prendre d'une façon très, très précoce et correctement ces patients. Et donc, quelles sont les indications? Dans quelle situation on demande la recherche des antiphospholipides? Donc, dans les antécédents de thrombose veineuse ou artérielle, les embolies pulmonaires récidivantes, les thromboses veineuses de localisation inhabituelle, les veines caves inférieures, veines suspatiques, les premières manifestations artérielles systémiques, surtout chez les patients âgés de moins de 45 ans, accidents ischémiques transitoires ou constitués, des infarctus viscérales, les manifestations artérielles systémiques répétées, les morts fœtales, les éclampsies, les thrombopénies durables inexpliquées, les autres, la chirurgie syphilitique dissociée, lupus systémique, éclampsie, tout ça, dans ces situations, il faut toujours demander la recherche des anticorps antiphospholipides. Et parfois, on peut passer à côté parce que c'est très polymorphe. Mais l'essentiel, il faut penser à ces maladies auto-immunes et surtout à ce syndrome des antiphospholipides qui généralement, ce n'est pas pris en charge correctement, c'est des pathologies, c'est une pathologie grave. Bon, pour les antiphospholipides, il y a les antiphospholipides conventionnels qui sont admis comme critères. Il y en a d'autres qui ne sont pas admis pour le moment comme critères. Donc, il y a les anticorps anticardiolipines, d'isotype IgG et IgM. Il y a les anticorps anti-bêta-2-glycoprotéines, d'isotype IgG et IgM. Mais malheureusement, parfois, on trouve des anticorps anticardiolipines ou la anti-bêta-2-glycoprotéines, d'isotype IgA, et malheureusement, ne sont pas admis comme critères. Pour le moment, je dis bien pour le moment, parce que ces critères ne sont pas stables, donc on les change à chaque fois. D'accord. Donc après 2 ans, 3 ans, on peut trouver on peut admettre les anticorps d'isotype IgA comme critère de diagnostic de ces antiphospholipides. Il y a d'autres antiphospholipides donc conventionnels. Généralement, on ne les demande pas dans le diagnostic de ces syndromes des antiphospholipides. Troisième maladie, c'est la maladie de Gujeau-Sjogren. Ça s'appelle aussi le syndrome sec. Ça touche surtout les glandes exocrines. Donc, c'est une exocrinopathie auto-immune avec des signes d'atteinte spécifiques et généralisés. Elle peut être primitive ou secondaire à une autre connectivité. Principalement, elle peut être associée à une polyarthrite, au lupus et à une sclérodermie. Caractérisée par la présence d'infiltrats lymphocytaires dans les glandes salivaires et lacrymales. Donc, c'est le plan ANAPAT, c'est ça. Donc, il y a présence d'infiltrats lymphocytaires. Touche surtout les femmes après 40 ans. Elle touche généralement 0,1 à 0,4 de la population adulte. Le sexe ratio, c'est 9 femmes pour un homme, pardon. Le pic de fréquence, c'est 40 à 50 ans. Les complications, c'est à redouter, c'est les lymphomes. Le diagnostic est posé devant une kératoconjonctivite sèche. Donc, ça touche l'absence de larmes. Xérostomie, sécheresse des muqueuses. Et connectivite associée. Donc, pour le syndrome de Sjogren ou le syndrome sec primitif, dominé par les manifestations glandulaires, les glandes exocrines qui sont touchées.
Pourquoi ça s'appelle syndrome sec? Parce qu'il y a les glandes lacrymales qui sont touchées et les glandes salivaires qui sont touchées. Donc, on aura absence des larmes et de la salive. Et même parfois au niveau nasal. Et d'autres signes cliniques peuvent être associés à l'atteinte des glandes exocrines, comme le syndrome de Raynaud, des arthralgies, avec parfois arthrite, des myosites, des fibroses pulmonaires, des adénopathies et splénomégalies. Donc, vous constatez que ces signes ne sont pas spécifiques d'une maladie. On a parlé des arthralgies dans le lupus, dans la polyarthrite rhumatoïde, la même chose pour les arthrites, les myalgies. Donc, ce n'est pas vraiment des signes spécifiques. Au début, on peut avoir, le début peut se révéler seulement par des arthralgies ou des arthrites. Donc, est-ce qu'on peut poser le diagnostic d'une PR avec seulement arthralgie ou arthrite? On ne peut pas. Donc, on peut penser à plusieurs maladies lorsqu'une femme, surtout jeune, ou la plus ou moins jeune de 30 ans, 35, 40 ans, présente des arthralgies, des arthrites. Il faut penser à une maladie auto-immune. Au début, c'est difficile de trancher. Est-ce qu'une PR ou un lupus ou un syndrome sec? D'accord? Au début, c'est très difficile. Mais avec l'évolution, il y aura des tableaux en faveur de telle maladie. Et en plus de ça, les signes biologiques, parfois, les signes surtout immunologiques, orientent vers telle ou telle maladie. Donc, avec l'évolution, on peut poser plus facilement le diagnostic. Et malgré ça, malgré l'évolution, il y a chez quelques patients, on ne peut pas poser vraiment un diagnostic. Le diagnostic sera très difficile sur le plan clinique. Il y a des signes cliniques qu'on les retrouve dans plusieurs maladies, les signes biologiques, on les retrouve dans plusieurs maladies. Et parfois, on ne peut pas trancher. Est-ce que c'est un lupus? Est-ce que c'est une PR? Est-ce que c'est les deux? Parfois, on a PR avec lupus. Les critères du PR avec les critères de lupus, ça donne le lupus. On ne peut pas poser un diagnostic, est-ce que lupus ou la PR, et ça s'appelle lupus. Et donc, parfois, il y a le chevauchement de plusieurs maladies auto-immunes, et ça complique les choses, et on ne peut pas poser un diagnostic. Sur le plan biologique, on aura une hypergamma-globulinémie polyclonale, avec FAN positif, donc 80% des cas. Le PR, les FAN sont 40% des cas. Le lupus, c'est 90 à 100% des cas. Par contre, pour le syndrome sec, c'est 80% des cas. Ces facteurs antinucléaires, quels sont ces facteurs antinucléaires? Parce que lorsqu'on parle des facteurs antinucléaires, FAN, c'est plusieurs auto-anticorps. Donc, facteurs antinucléaires, ce n'est pas spécifique. Il faut identifier quels sont les facteurs antinucléaires. La première étape, c'est détecter les facteurs antinucléaires. La deuxième étape, est-ce que c'est l'ADN? Est-ce que nucléosome? Est-ce que histone? Est-ce que SM? Est-ce que SSA? Est-ce que SSB? Donc, SSA et SSB, c'est des facteurs antinucléaires. Donc, on les retrouve dans 70 à 80% des cas. Et malheureusement, SSA et SSB ne sont pas spécifiques du syndrome sec. L'association avec l'atteinte des glandes exocrines, donc ça nécessite des signes cliniques et des signes biologiques. Il y a aussi, on peut retrouver les facteurs hématoïdes. On peut trouver une cryoglobulinémie. C'est quoi une cryoglobulinémie? C'est une précipitation des immunoglobulines à froid. On peut trouver une cryoglobulinémie. Mais malheureusement, cette cryoglobulinémie n'est pas spécifique du syndrome sec. On peut la retrouver dans d'autres maladies auto-immunes et on peut la retrouver en cas d'infection et on peut retrouver dans les syndromes lymphoprolifératifs. Donc, ce n'est pas très spécifique. Comme le facteur hématoïde n'est pas très spécifique, les deux auto-anticorps plus ou moins spécifiques, surtout lorsqu'ils sont associés les deux, avec les signes cliniques d'atteinte des glandes exocrines, ces éléments orientent vers le diagnostic du syndrome sec. Et donc, le syndrome de Sjögren secondaire, c'est un syndrome sec associé à d'autres maladies auto-immunes. Et donc, pour poser un diagnostic, il faut avoir un groupe de consensus, ACR, ELAR. Ils ont admis des critères, ils ont établi des critères diagnostiques. Donc, il y a des critères d'atteinte oculaire, de symptômes buccaux, les signes objectifs d'atteinte oculaire, les signes objectifs d'atteinte buccale, c'est surtout l'atteinte des glandes exocrines. Les données histopathologiques, l'ANAPAT, la présence d'auto-anticorps. D'accord? C'est surtout la présence d'auto-anticorps anti-SSA et SSB. Donc, ça nécessite l'association de plusieurs
de plusieurs critères. Pour poser un syndrome de Sjögren, donc, il faut avoir au moins 4 à 6, 4 parmi les 6 critères, avec au moins la présence des critères 5 ou 6. Donc, les critères histopathologiques ou auto-anticorps. Donc, au moins la présence des critères 5 ou 6. D'accord? On peut retrouver, par exemple, 4, syndrome de Sjögren 4 à 6. On peut retrouver 1, 2, 3, 4. Il y a 5 deux fois. Après le 3, c'est le 4. 4, 5, 6. Donc, on peut trouver 1, 2, 3, 4, 105 et 106. Avec l'absence du 5e critère et 6e critère, on ne peut pas poser le diagnostic. On est obligé d'avoir au moins soit le 5e critère, soit le 6e critère. La sclérodermie, donc scléro c'est dur en grec, dermie c'est la peau. C'est une conjonctivite caractérisée par une fibrose cutanée et viscérale. Donc parfois ça touche que la peau, parfois ça touche les viscères, et donc on peut avoir une maladie systémique caractérisée par un dysfonctionnement des cellules immunitaires, des fibroblastes et des cellules endothéliales. Il y a la forme cutanée, il y a la forme systémique. C'est une pathologie rare par rapport aux autres maladies, se caractérise par un épaississement fibreux de la peau. Pour la forme systémique, donc ça touche plusieurs viscères, la fibrose touche les vaisseaux. Donc, puisque ça touche les vaisseaux, ça peut toucher plusieurs organes et peut atteindre différents organes. Le rein, le cœur, le poumon, le tube digestif, les articulations et les muscles. C'est ça la gravité de cette maladie, lorsque ça touche plusieurs organes. Et lorsqu'elle est localisée au niveau de la peau, ce n'est pas une pathologie grave. Mais lorsqu'elle touche plusieurs organes en même temps, ça devient plus grave. Les signes cliniques sont des arthralgies. Cette photo résume un peu l'atteinte cutanée chez une femme âgée. Donc, il y a une sclérodermie, ça se voit surtout au niveau de la bouche et au niveau des mains. Il y a une variante de cette sclérodermie, ça s'appelle le syndrome, une variante de sclérodermie, ça s'appelle le CREST. C pour calcinose, R pour rénaux, E pour atteinte œsophagienne, S pour sclérodactylie, T pour télangiectasie. Les signes biologiques, c'est les fans qui sont positifs, souvent aspect moucheté ou nucléolaire, parfois, bon, ça c'est purement immunologique. L'essentiel, les fans positifs. L'auto-anticorps, c'est l'anticorps anti-SL70, dirigé contre l'antigène qui s'appelle l'antigène topoisomérase. Donc, pour poser un diagnostic, il y a les critères majeurs et les critères mineurs. Il y a la sclérodermie. Comme critère majeur, c'est une sclérodermie. C'est pour ça qu'on appelle sclérodermie. C'est une modification sclérodermique typique de la peau, touchant la face, le cou, le tronc ou la partie proximale des membres supérieurs ou inférieurs. Il y a aussi les critères mineurs comme la sclérodactylie, les cicatrices déprimées d'un doigt. Bon, il y a les autres, bon, ulcération de l'extrémité d'un doigt, fibrose pulmonaire des bases. D'accord? Le diagnostic de sclérodermie systémique est posé devant un critère majeur ou deux critères mineurs. La polymyosite. C'est une atteinte auto-immune touchant le muscle siège d'un infiltrant inflammatoire pouvant conduire à des altérations des cellules musculaires. Donc, vous constatez qu'il y a des maladies systémiques, mais qui touchent surtout un organe. Ce n'est pas comme le cas du lupus. Donc, ce n'est pas comme le cas du lupus qui peut toucher plusieurs organes. Lorsque je parle de la polymyosite, ça touche surtout les muscles. La sclérodermie, ça touche surtout la peau. Mais ça touche en même temps d'autres organes. La polyarthrite, ça touche surtout les articulations. Syndrome sec, ça touche surtout les glandes exocrines. Sauf que dans le cas de la polyarthrite, le lupus, il n'y a pas un organe qui est vraiment cible. Plusieurs organes peuvent être touchés en même temps. D'accord? Ce n'est pas comme les autres. Il y a une préférence d'atteinte d'un organe. Ça s'appelle, même la maladie est appelée par rapport à l'atteinte de cet organe. Polymyosite parce qu'il y a inflammation des muscles. Syndrome sec parce qu'il y a atteinte des glandes exocrines. D'accord?
Donc, il y a sclérodermie parce qu'il y a l'atteinte sclérose de la peau. D'accord? Donc, pour la polymyosite, l'atteinte auto-immune touchant le muscle strié siège d'un infiltrant inflammatoire pouvant conduire à des altérations des cellules musculaires. Le terme de myosite comprend un groupe hétérogène de troubles caractérisés cliniquement par une faiblesse musculaire. Parce qu'il y a inflammation des muscles, logiquement, donc par conséquent, on peut avoir une faiblesse musculaire. Ça touche les muscles des ceintures pelviens avec atrophie musculaire. Les myalgies, donc il y a faiblesse musculaire avec myalgie. Il y a aussi les arthrites et arthralgies. Donc il n'y a pas que les muscles qui sont touchés. Fibrose pulmonaire, parfois phénomène de Raynaud. Donc vous constatez que l'arthrite, arthralgie, fibrose pulmonaire, phénomène de Raynaud, c'est des signes en faveur des maladies auto-immunes systémiques, mais ce n'est pas en faveur d'une maladie bien précise. Donc, devant une arthralgie, arthrite chez une femme jeune, adulte, il faut penser à une maladie systémique. Il faut expliquer qu'on peut avoir un tableau bien précis de telle ou telle maladie. L'étude histologique montre une inflammation et nécrose des fibres musculaires. C'est important. Donc, les points les plus importants, c'est faiblesse musculaire, myalgie, et inflammation et nécrose des fibres musculaires. Sur le plan biologique, il faut doser les enzymes musculaires. Quelles sont les enzymes musculaires qui augmentent dans la polymyosite? C'est les créatinine kinase, aldolase et l'épodéshydrogénase. Donc, ça, c'est les enzymes musculaires qui augmentent. Il y a les auto-anticorps. Le plus fréquent, c'est l'anti-GO1. Ça fait partie donc des auto-anticorps recherchés dans les maladies systémiques qui réagit avec l'histidine, ARN, synthétase, ou l'anti-PM-SCL. Les facteurs sont positifs, facteurs antinucléaires dans 10 à 30% des cas. Souvent, l'aspect, donc on peut trouver parfois l'aspect cytoplasmique au niveau des cellules. Donc, au niveau des cellules explorées, l'exploration de ces maladies auto-immunes se fait par des cellules qui s'appellent les cellules EP2. Donc, au niveau de ces cellules EP2, on trouve un aspect cytoplasmique. Parce que l'antigène se localise surtout au niveau cytoplasmique. La biopsie musculaire confirme le diagnostic. Donc, on aura pour poser un diagnostic une faiblesse musculaire, myalgie. Il y a les ostines cliniques qui ne sont pas spécifiques. Il y a surtout les enzymes musculaires qui augmentent. La présence de l'anticorps anti-GO1, c'est le plus important, avec parfois l'anti-PM-SCL et la biopsie musculaire qui confirme le diagnostic. Il y a la dermatopolymyosite. C'est pas vraiment une variante de la polymyosite. C'est l'association de l'atteinte du derme avec une polymyosite. Donc ça s'appelle dermatomyosite ou la dermatopolymyosite. La dermatomyosite ou la dermatopolymyosite associée à l'atteinte musculaire des manifestations cutanées caractéristiques. C'est une association d'atteinte musculaire et des lésions cutanées. Donc, au niveau cutané, on trouve des érythèmes biosorbites. La face dorsale, donc au niveau du visage. La face dorsale des mains et des doigts, du dos et du thorax. Avec diminution de la force musculaire. Donc, s'il y a atteinte cutanée, avec ces érythèmes violacés, avec des myalgies, diminution de la force musculaire, il faut penser à la dermatopolymyosite. Donc, les signes biologiques, on aura une augmentation des enzymes musculaires, les fans positifs dans 10 à 30% des cas, les auto-anticorps, c'est anti-PM-SCL et l'anti-GO1. Bon, l'anti-PL, pardon, PM-SCL. L'anti-GO1, c'est la polymyosite. Donc, généralement, parfois, on peut faire la différence entre polymyosite et polydermatomyosite. Les polydermatomyosites, les dermatopolymyosites et les polymyosites, pardon. Parfois, au début, c'est les mêmes signes cliniques, d'accord, sous forme d'érythème facial, érythème de la face dorsale, coloration violacée, érythème périinguinal, les télangies ectasies, phénomène de Raynaud. Et donc, malgré tout ça, ce n'est pas vraiment des signes cliniques vraiment très spécifiques. Sauf quelques signes de l'érythème facial au niveau des orbites qui peuvent être considérés comme spécifiques.
Donc, c'est pour ça qu'il y a des critères pour poser un diagnostic. Il y a des critères de polymyosite et donc de l'atteinte musculaire et les critères de l'atteinte cutanée. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, pour poser un diagnostic, il faut avoir des critères nécessaires pour une polymyosite, au moins 4 critères. Les critères nécessaires pour une dermatopolymyosite, au moins un des critères, des 3 critères cutanés, plus au moins 4 critères de polymyosite. D'accord? Donc, il faut avoir au moins la présence pour la polymyosite, c'est plus facile. Au moins 4 critères. Par contre, pour les critères nécessaires pour une dermatopolymyosite, il faut avoir au moins un des 3 critères cutanés associés au moins 4 critères de polymyosite. Il y a aussi le syndrome de Sharp. C'est une conjonctivite mixte. Il se caractérise par l'association de signes cliniques du lupus, de sclérodermie systémique, de polymyosite, de dermatomyosite et de PR. Surtout au début, on ne peut pas poser un diagnostic de telle ou telle maladie. Ça peut être un début d'une maladie, surtout le lupus. Un syndrome de Sharp, au début, il peut se manifester par des signes cliniques de plusieurs maladies. Mais au fur et à mesure de l'évolution de cette pathologie, elle peut s'orienter vers les signes cliniques et biologiques de lupus. Parfois, elle garde les critères du syndrome de Sharp même après plusieurs années d'évolution. Sur le plan clinique, il y a le syndrome de Raynaud polyarthralgique comme les autres maladies systémiques. Les œdèmes au niveau des doigts peut se compliquer par d'autres signes cliniques, réalisant un tableau de connectivité, plusieurs signes cliniques, donc de sclérodermie, de polymyosite, de dermatomyosite, ainsi de suite. Les fans sont positifs dans 99% des cas. Et l'aspect, c'est l'aspect moucheté. On va voir ces aspects, je parle des aspects, on va les voir après lorsqu'on va voir l'exploration. Mais l'auto-anticorps le plus spécifique, surtout lorsqu'il est retrouvé isolé, n'est pas associé à d'autres auto-anticorps comme l'anti-SM, l'anti-SSA, l'anti-ADN. Lorsqu'il est isolé à un taux très, très important, très élevé, un taux élevé d'anti-RMP, donc l'anti-RMP isolé avec un taux élevé, avec ses signes cliniques, il faut penser au syndrome de Sharp. S'il y a association d'autres anticorps, on peut éliminer le syndrome de Sharp. C'est clair, il faut souligner ça. Anticorps anti-RMP isolé avec un taux élevé, les signes cliniques polymorphes, pensez au syndrome de Sharp. Et c'est ça les critères diagnostiques de Sharp. Il y a les critères majeurs et les critères mineurs. D'accord? Donc il faut avoir au moins syndrome de Sharp confirmé, 4 critères majeurs avec réunis, donc avec absence d'anticorps anti-SM et l'anticorps anti-RMP avec un taux très élevé. Lorsqu'on parle ça peut être un syndrome de Sharp, mais on n'est pas sûr. Lorsqu'on a 3 critères majeurs avec absence d'anticorps ou 2 critères majeurs plus un critère mineur. Et donc, on n'est pas vraiment sûr parce que ça peut être le début d'une autre maladie auto-immune. Il y a aussi les vascularites. Bon, pour les vascularites, parfois on les classe avec les maladies systémiques, parfois on les classe, c'est une entité à part, entière. Donc, parfois ça dépend des articles, on peut les classer comme des maladies, une entité à part entière de ces maladies auto-immunes qui touchent les vaisseaux. Donc les vascularites, c'est une maladie systémique caractérisée par une atteinte inflammatoire des vaisseaux de petits, de moyens et de gros calibre. Les manifestations sont liées au territoire atteint. Elles sont souvent multiviscérales dans certains cas. Il y a un tropisme pour le rein, les poumons et la peau. Donc ça peut toucher surtout les reins, les poumons, la peau, sans oublier l'atteinte du système nerveux central. Donc on peut avoir des complications au niveau du système nerveux central. Mais les organes les plus touchés sont les reins, les poumons et la peau. Certaines vascularites sont associées à des auto-anticorps en cas. En cas, c'est quoi? C'est les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. Donc, pour les retrouver, pour les rechercher, on est obligé de mettre des polynucléaires neutrophiles et associés. Donc, on va mettre le sérum des patients avec des polynucléaires neutrophiles. Donc, il y a des lames
prêtes à l'emploi, sensibilisées par des polynucléaires, et on va mettre le sérum du patient. Et lorsqu'il y a la fluorescence, on détecte la fluorescence, et ça peut orienter vers des encas. Et donc, ces vascularites touchent préférentiellement les vaisseaux de petit calibre, artérioles, vénules, capillaires, caractérisés par la présence d'auto-anticorps ANCA. Les auto-anticorps anticytoplasmes des polynucléaires ANCA, c'est les vascularites. Donc, si on trouve ces auto-anticorps, donc on peut penser à des vascularites dites posséumines associées aux ANCA. D'accord? Si on trouve des ANCA positifs, on parle des vascularites à ANCA, comme les granulomatoses de Wegener, la polyangite microscopique, le syndrome de Fulg-Strauss, les glomérulonéphrite microsante à croissant, mais on peut avoir des vascularites à complexe humain sans ANCA. Ça se voit dans les maladies systémiques, comme les vascularites des cryoglobulines, les vascularites IgA, les purpura rhumatoïdes, et même dans les vascularites des connectivites. Et les autres vascularites complexes humains, comme les infections virales et autres médicamenteuses. Il y a les vascularites à anticorps antimembrane basale glomérulaire. C'est le syndrome de God-Pasture. C'est une maladie grave par l'évolution très rapide. Il y a atteinte rénale, parfois pulmonaire. C'est surtout l'atteinte rénale très, très rapide. Il y a insuffisance rénale rapide. Donc, c'est pour ça, lorsqu'on détecte des anticorps antimembrane basale glomérulaire, il faut traiter en urgence ces patients. Donc, il y a une vascularite. Une vascularite, ce n'est pas toujours présence d'ANCA. Donc, on a les vascularites à ANCA, les vascularites à complexe humain et les vascularites à anticorps antimembrane basale glomérulaire. Et dans quelle situation on pense à une vascularite? S'il y a arthralgie, donc s'il y a des signes cliniques en faveur, arthralgie inexpliquée d'oreille inflammatoire, et dans ce cas, on pense à une maladie systémique et on pense à une vascularite. Altération inexpliquée de l'état général. Donc ici même, on pense à plusieurs maladies. Donc ce n'est pas vraiment spécifique. Les myalgies, on pense à une vascularite et on pense à une maladie systémique. Myalgie, surtout, on pense à une vascularite et on pense à une polymyosite, à une dermatomyosite. Et quelle est la différence entre une myalgie d'une vascularite et une myalgie des polymyosites? Pour les polymyosites, il y a l'atteinte musculaire. Donc, il y a augmentation des enzymes musculaires avec la présence des anticorps qui sont spécifiques. D'accord? Par contre, pour les myalgies, il n'y a pas l'augmentation des enzymes musculaires et il y a des anticorps anti-ANCA. Et en plus de tout ça, c'est l'EMG qui pose le diagnostic. L'EMG est très important pour faire la différence entre les myalgies à ANCA et les myalgies à cause des polymyosites et dermatopolymyosites. Il y a les nécroses cutanées et les gangrènes, le syndrome pneumorénal. Donc, ça peut toucher les reins et les poumons. Souvent, dans les vascularites, il y a des syndromes qui touchent atteinte rénale, pulmonaire. Pulmonaire, ça peut se manifester par des hématuries, donc, une atteinte, soit insuffisance respiratoire, soit insuffisance rénale, pardon. Donc, s'il y a l'insuffisance rénale d'évolution rapide et l'insuffisance pulmonaire d'évolution rapide, on peut penser à une vascularite. Il y a les purpura vasculaires, donc on aura des signes cutanés. Il y a les mono ou les polyneuropathies axonales, donc on peut avoir que des atteintes neurologiques. Ça, c'est le signe clinique. Il faut toujours penser à des maladies, donc comme les vascularites. Mais il y a d'autres signes biologiques, comme l'hématurie ou les protéinuries. Donc, ça se voit dans l'atteinte rénale, mais malheureusement, ce n'est pas spécifique pour les vascularites. En cas d'hématurie ou de protéinurie, il faut penser aux autres maladies systémiques. Ce n'est pas que les vascularites. Il y a le syndrome inflammatoire inexpliqué. Donc, on peut penser à une vascularite comme on peut penser aux autres maladies systémiques. Et surtout, sur le plan biologique, la présence des ANCA. Les vascularites, donc 20% des facteurs antinucléaires sont positifs dans les vascularites, dans 20% des cas. Comme exemple de ces vascularites, il y a la périarthrite noueuse, qui touche surtout l'adulte entre 40 à 60 ans, donc sans prédominance de sexe. Ce n'est pas comme les autres maladies. Ici, il n'y a pas de prédominance de sexe.
C'est une vascularite des artères de petit et moyen calibre. Se manifeste sur le plan clinique par une fièvre, ce n'est pas spécifique. Fièvre, lorsque je dis fièvre, c'est fièvre à 38, fièvre des maladies systémiques, altération de l'état général, myalgie, donc ce n'est pas vraiment spécifique. Ça peut se révéler dans d'autres maladies auto-immunes, comme la dermatomyosite ou la polymyosite, aggravée par la palpation, sans élévation des enzymes musculaires. C'est important. Arthralgie, donc ce n'est pas spécifique. Les signes neurologiques, multinivrite, sensitivo-motrice douloureuse et des paresthésies. On peut avoir aussi d'autres signes neurologiques comme les convulsions, les déficits moteurs. C'est l'EMG qui pose le diagnostic avec les autres signes cliniques et biologiques et immunologiques. Il y a les signes cutanés, l'atteinte rénale et autres, douleurs abdominales, atteinte cardiaque, tout ça, il faut penser à une vascularité. Les signes biologiques, c'est des facteurs antinucléaires souvent négatifs. D'accord? Les ONCA sont négatifs. Mais un cas particulier, c'est la périarthrite noueuse avec atteinte pulmonaire. Ça s'appelle la micropolyangite, MPA. Dans ce cas, les ONCA, on les retrouve positifs. C'est les auto-anticorps qui sont dirigés contre la myéloperoxydase, dans 50% des cas. Parce que généralement, lorsqu'on parle des ONCA, les ONCA, c'est la détection des ONCA par une technique qui s'appelle l'immunofluorescence indirecte. Et lorsqu'on fait l'identification, on trouve deux types. On trouve soit l'anticorps anti-myéloperoxydase, soit l'anticorps anti la protéinase 3. Ça s'appelle PR3 ou la MPO. D'accord? Dans cette pathologie, on trouve un cas positif par immunofluorescence. Et lorsqu'on fait l'identification par une autre technique, on trouve la myéloperoxydase. Il y a la maladie de Wegener. C'est une granulomateuse bipolaire. Qui dit bipolaire, ça touche les poumons et les reins. Donc, c'est souvent associé. Donc, s'il y a atteinte pulmonaire et rénale, parmi les maladies, il faut penser à la maladie de Wegener. Donc, généralement, s'il y a atteinte pulmonaire et rénale en même temps, il faut avoir le réflexe de penser à deux maladies. La maladie de Wegener et la maladie de Gott-Pasteur. La maladie de Gott-Pasteur avec l'auto-anticorps antimembrane basale glomérulaire. D'accord? Il faut avoir ce réflexe. Atteinte pulmonaire et rénale, demandez les ONCA et demandez l'auto-anticorps antimembrane basale glomérulaire. Il faut souligner ça. Pulmonaire, rénale en même temps. Demandez les ONCA, demandez l'auto-anticorps antimembrane basale glomérulaire. Touche l'adulte entre 40 à 50 ans, rarement les enfants, sans prédominance de sexe. Se manifeste cliniquement par une atteinte respiratoire sous forme de toux, l'hémoptysie, la douleur thoracique, les dyspnées, parfois rhinite et sinusite. On peut avoir à la fin même des dyspnées, donc même une atteinte respiratoire sous forme d'insuffisance respiratoire. Il y a l'atteinte rénale qui se manifeste par une glomérulonéphrite nécrosante avec HTA. Autres, donc arthralgie, myalgie, multinivrite et purpura. Donc les arthralgies, myalgie, ce n'est pas vraiment spécifique. Mais lorsqu'on a une atteinte pulmonaire et rénale, pensez à la maladie de Wegener. Les signes biologiques, c'est les ONCA, mais dans ce cas, les ONCA, l'auto-anticorps qui est spécifique, c'est l'anticorps antiprotéinase 3, dans 80% des cas. Bon, les auto-anticorps anticytoplasmes des polynucléaires, les ONCA, on les détecte par immunofluorescence. Donc, ça, l'aspect des C-ONCA. On trouve les ONCA par immunofluorescence. On trouve l'aspect C-ONCA ou P-ONCA. C-ONCA en faveur de l'auto-anticorps anti-PR3, associé surtout à la granulomateuse de Wegener et d'autres pathologies, comme les glomérulonéphrite nécrosantes post-immunes. Mais c'est surtout lorsqu'on trouve l'anticorps anti-PR3, donc on pense à la granulomateuse de Wegener. Donc, on commence par la détection sur immunofluorescence indirecte. On trouve l'aspect C-ONCA. C'est en faveur d'identifier l'anticorps anti-PR3. L'anticorps anticytoplasme, toujours, lorsqu'on a l'anticorps anti-polynucléaire
détectés par immunofluorescence sous forme de PNK, P périphérique, C cytoplasmique. Identification, donc il faut identifier. Et dans ce cas, c'est le PNK, c'est en faveur de l'anticorps anti-MPO, la myéloperoxydase. Les associations cliniques, il y en a plusieurs. Donc, soit le syndrome de Churg-Strauss, polyangite microscopique, glomérulonéphrite accroissant, il y en a plusieurs. Donc, les cibles antigéniques des vascularites, donc des ANK, il y a les ANK, il y a les PANK, il y a les ANK, ça veut dire atypiques ANK. Ils ne sont ni CANK ni PANK. Lorsque je parle de CANK, c'est purement à l'immunofluorescence. PANK, c'est à l'immunofluorescence. Lorsqu'on trouve l'aspect CANK, donc c'est toujours, il faut penser PR3. D'accord? PANK, il faut penser MPO. D'accord? Donc, on arrive à l'exploration de ces maladies auto-immunes. Les techniques utilisées dans l'exploration des maladies auto-immunes peuvent être séparées en deux catégories, ou en deux groupes. Donc, si on pense à une maladie auto-immune sur le plan clinique, malheureusement, c'est très polymorphe. Mais il faut penser, devant ces signes cliniques, chez une femme surtout, une femme jeune, si elle présente des signes cliniques en faveur, comme arthralgie, myalgie, anémie, pâleur cutanée muqueuse, atteinte cérébrale, céphalée, quelques paresthésies, les signes déjà cités, il faut penser par excès, mais au lieu de penser par défaut, pour penser par excès, on demande l'exploration de ces maladies auto-immunes. Donc, pour explorer, il y a deux étapes. Il y a la détection de ces auto-anticorps. Après détection, il faut faire l'identification de ces auto-anticorps dans la majorité des cas. Parfois, on fait directement la recherche de l'auto-anticorps. C'est la maladie, et vraiment, si les signes cliniques sont en faveur. Mais dans la majorité des cas, il y a des étapes pour poser un diagnostic, détecter et identifier. Donc, le premier groupe comporte les techniques de dépistage. C'est pour détecter des auto-anticorps qui sont polyspécifiques, car elles permettent de déceler simultanément plusieurs nombres d'auto-anticorps, et parmi lesquels on retrouve l'ELISA, l'immunofluorescence indirecte, donc immunofluorescence indirecte, détecter les facteurs antinucléaires. C'est la première étape, c'est surtout pour détecter les facteurs antinucléaires. Ça s'appelle facteurs antinucléaires ou les anticorps antinucléaires. La deuxième étape ou le deuxième groupe comprend les techniques d'identification. Il y en a plusieurs. Ça, c'est purement de la technique, purement technique. Et donc, pour détecter, la première étape, c'est qu'il faut détecter les anticorps antinucléaires. Ça s'appelle FAN ou anticorps antinucléaires. Parfois, vous trouvez ANA, anticorps antinucléaires ou ANA en anglais, ou là, facteur antinucléaire, c'est la même chose. Et on les demande dans quel cas, on les retrouve positifs, dans quelle situation. C'est dans la majorité des cas, souvent, on les retrouve dans les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Mais on peut les retrouver dans d'autres situations, comme dans le cas des maladies spécifiques d'organes, surtout on les retrouve dans les hépatopathies auto-immunes. Dans les hépatopathies auto-immunes, on peut trouver des FAN positifs. Dans les infections virales, parfois par réaction croisée, par les prises de médicaments, on a déjà parlé de lupus induit par les médicaments, on peut trouver des anticorps anti-histones. Les anticorps anti-histones sont des facteurs antinucléaires. Donc, on peut trouver des facteurs antinucléaires ou les anticorps antinucléaires positifs. On peut les retrouver en dehors des maladies auto-immunes chez les sujets sains. Donc, 10 à 30% chez les personnes âgées, on peut trouver des anticorps antinucléaires. 5% des jeunes en bonne santé, on peut trouver des facteurs antinucléaires ou les anticorps antinucléaires. Mais lorsqu'on trouve des anticorps antinucléaires chez les sujets sains, il ne faut pas laisser ces patients libres dans la nature. Il faut les recontrôler parce que ça peut être un début avant l'atteinte des organes, avant l'apparition des signes cliniques. Donc, lorsqu'on trouve par hasard des facteurs antinucléaires chez un sujet sain, il faut toujours faire le contrôle, il faut toujours recontrôler ce patient. Et même parfois, en cas d'affection néoplasique, on peut avoir l'apparition des auto-anticorps. D'accord? Donc, toujours dans l'exploration des maladies non spécifiques d'organes, le diagnostic est généralement difficile, surtout au début, et nécessite la détection. La première étape,
c'est la détection de l'auto-anticorps, puis son identification. Et en même temps, donc, on cherche surtout les facteurs antinucléaires et les autres auto-anticorps. Et en même temps, il faut toujours explorer le système du complément parce que le système du complément peut être, on peut avoir une consommation exagérée par ces maladies auto-immunes. Donc, on peut avoir une hypocomplémentémie à cause de ces maladies auto-immunes, comme le système du complément, en cas de défaillance, peut être à l'origine. Donc, par l'exploration du système du complément, on peut poser le diagnostic, la cause de ces maladies auto-immunes. On fait l'électrophorèse des protéines au profil protéique. À l'électrophorèse, dans ces maladies auto-immunes, on trouve généralement une réaction inflammatoire chronique qui se manifeste sur le plan électrophorétique par surtout, parfois diminution de l'albumine, mais surtout l'augmentation de la fraction gamma. L'augmentation de la fraction de gamma, mais si on fait le dosage de ces gamma-globulines, on trouve surtout les IgG qui sont très augmentés. Détection, l'élément clé, c'est la détection des auto-anticorps dans les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes. Et les auto-anticorps, les plus importants, c'est les facteurs antinucléaires. Ça s'appelle ANA ou A1, c'est la même chose. Souvent par immunofluorescence indirecte sur les cellules F2, F2, parfois par ELISA. C'est des lames prêtes à l'emploi. Donc pour l'immunofluorescence, c'est des lames prêtes à l'emploi. Pour l'ELISA, c'est des plaques prêtes à l'emploi. L'aspect obtenu, donc par immunofluorescence, on va au microscope, on va voir un aspect. L'aspect oriente vers un ou parfois quelques auto-anticorps. Donc, si on est orienté par l'aspect, on est orienté vers la maladie, dirigé contre des antigènes bien déterminés. Et on cherche automatiquement, donc, lorsqu'on suspecte une maladie auto-immune non spécifique d'organes, on demande automatiquement les facteurs antinucléaires et parfois, en fonction des signes cliniques, on demande, en association avec les FAN, les antiphospholipides, les ONCA, les facteurs hématoïdes, les anti-CCP et l'anti-C1Q. Et ça, donc en deuxième position. En troisième position, on peut demander autre chose, anti-ribosome, en fonction, donc tout ça en fonction de l'orientation clinique. Donc pour un médecin qui suspecte une maladie auto-immune, il demande facteurs antinucléaires, antiphospholipides, ONCA, facteurs hématoïdes, anti-CCP, anti-C1Q, et souvent ça, parfois anti-ribosome en fonction de l'orientation clinique. D'accord? Et donc, lorsque les fans, si les fans sont positifs, c'est l'immunologiste qui va faire l'identification. Est-ce que c'est des auto-anticorps anti-ADN, ou la anti-histone, ou la anti-nucléosome, ou la anti-SM, ou la anti-PCNA, ou autre chose, ou la anti-PMSCL, ou la GSSA, ou la SSB. D'accord? Donc, le médecin traitant ou le clinicien, il demande FAN et les autres. APL, ONCA, facteur hématoïde, anti-CCP, anti-C1Q, anti-ribosome, ainsi de suite. Ça, c'est les aspects, pour vous montrer les aspects au microscope. Ça, c'est le travail des immunologistes. L'aspect homogène, c'est les facteurs antinucléaires insolubles. Ça oriente vers l'auto-anticorps anti-ADN, et l'auto-anticorps anti-ADN, c'est en faveur d'un lupus. L'anticorps anti-histone, c'est en faveur d'un lupus ou lupus induit ou PR, donc ce n'est pas très spécifique. L'anticorps antinucléosome, c'est surtout en faveur d'un lupus induit. Ça peut être une sclérodermie et même une autre connectivité mixte. L'aspect moucheté, donc à l'image, donc vous trouvez l'aspect moucheté, l'aspect homogène du noyau de ces cellules F2. Ça, c'est l'aspect, c'est l'aspect homogène du noyau qui est fluorescence homogène du noyau de ces cellules F2. Maintenant, c'est l'aspect homogène du noyau de ces cellules F2. Et c'est lorsqu'on trouve l'aspect moucheté, on est orienté vers les auto-anticorps antigènes solubles, comme le SM. Si on trouve le SM, donc si on trouve l'aspect soluble, il faut faire les techniques d'identification. Mais l'aspect moucheté oriente vers l'anticorps anti-SM, anti-RMP, SSA, ainsi de suite. Donc, le SM, c'est en faveur d'un lupus, RMP, connectivité mixte lupus, SSA, plusieurs maladies auto-immunes, SSB, plusieurs maladies auto-immunes, PCNA, c'est le lupus, et autres. Il y a autres qui ne sont pas vraiment des marqueurs. C'est pour ça qu'on les demande pas souvent. Et au niveau du laboratoire d'immunologie, on fait surtout les SM, RMP, SSA, SSB, PCNA, GO1, ACL70,
parce qu'ils sont spécifiques, sont des marqueurs des maladies auto-immunes. Autre aspect, on peut avoir, donc les aspects les plus fréquents, c'est l'aspect homogène et l'aspect moucheté. Mais on peut trouver d'autres aspects comme l'aspect nucléolaire et l'aspect centromérique. Et chaque aspect oriente vers des auto-anticorps et chaque auto-anticorps oriente vers une maladie. Mais malgré ces orientations par rapport à l'aspect, on est obligé de faire l'identification. L'identification par plusieurs techniques qu'on a déjà citées, les techniques ELISA, les DOT, les Luminex, c'est purement technique. Donc ça, l'immunofluorescence, c'est pour la détection et l'aspect oriente, mais on est obligé d'identifier ces auto-anticorps par d'autres techniques comme l'ELISA, Luminex, les DOT, ainsi de suite. Il y a plusieurs techniques. Et donc, chaque auto-anticorps oriente vers une maladie auto-immune. Et malgré ça, il y a des auto-anticorps qui sont partagés par plusieurs maladies auto-immunes. Donc, vous imaginez, on trouve le SSA positif. Une patiente qui a des arthralgies avec SSA positif. Ça peut être un lupus, ça peut être une PR, ça peut être un syndrome sec. Au début, c'est difficile de trancher. D'accord? Même sur le plan clinique, sur le plan immunologique. C'est avec l'évolution de la maladie que parfois, il y a une spécificité vers telle ou telle maladie. Et le traitement, l'idéal, c'est faire une petite prévention. Par quoi on peut faire une prévention? Ce n'est pas pour les malades. Il faut avoir une alimentation saine, régime alimentaire riche en antioxydants. C'est les fruits et les légumes. Donc, vous pouvez rechercher sur Internet quels sont les aliments riches en antioxydants. Il y en a plusieurs. J'ai cité quelques exemples, mais c'est très, très important. L'alimentation riche en antioxydants, elle est très, très bénéfique pour l'organisme, pour la prévention des maladies auto-immunes et pour la prévention des maladies cancéreuses, donc pour la prolifération maligne. C'est très, très, très important. Il faut voir sur Internet quels sont les aliments riches en antioxydants. Il faut prendre quotidiennement ces aliments riches en antioxydants parce qu'ils ont un effet préventif pour les maladies auto-immunes et pour les cancers. C'est très, très, très important. Il faut éviter l'alimentation riche en produits chimiques, les colorants, les produits de conservation. Malheureusement, pour le moment actuellement, vu la disponibilité, donc parfois on est obligé de prendre ces aliments riches en produits chimiques qui sont très nocifs pour notre santé, mais malheureusement parfois on est obligé de les prendre. D'accord? Mais il faut les éviter, D'accord? Il faut éviter au maximum. Parfois on ne peut pas, mais si on a la possibilité de les éviter, il faut les éviter. D'accord? L'exposition correcte aux rayons soleil, pas trop, pas peu. D'accord? L'exposition correcte aux rayons du soleil, c'est très, très important. Donc, c'est le régime alimentaire riche en antioxydants, éviter l'alimentation, éviter au maximum l'alimentation riche en produits chimiques. Éviter même l'utilisation des pesticides, des produits chimiques les cuisines. Il faut éviter au maximum les produits chimiques. Et l'exposition correcte, je dis bien correcte aux rayons solaires. Il ne faut pas trop s'exposer, il ne faut pas s'exposer d'une façon défaillante, il faut s'exposer correctement. 20 à 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. 20 à 30 minutes d'exposition aux rayons solaires par jour, c'est largement suffisant. Surtout pour les enfants. Surtout, il faut exposer les enfants, les nourrissons, les enfants. Il faut les exposer aux rayons soleil au minimum à 30 minutes. Sinon, si on n'applique pas ces conduites à tenir, on passe aux maladies auto-immunes. Donc, si on attrape une maladie auto-immune, si on développe une maladie auto-immune, on est obligé de prendre des immunosuppresseurs classiques, des immunosuppresseurs récents et le traitement symptomatique. Malheureusement, c'est des produits chimiques avec beaucoup d'effets secondaires
Et si on prend des immunosuppresseurs, il y a beaucoup d'effets secondaires et le patient sera exposé aux infections et sera exposé au développement des maladies, donc des cancers. Donc il y a risque d'apparition des infections et il y a risque d'apparition des cancers si on prend ces immunosuppresseurs. C'est pour ça que la prévention, c'est la plus importante. La prévention, par ses conduites à tenir, il faut prendre des régimes alimentaires riches en antioxydants. Donc il faut avoir une alimentation saine, naturelle, si on peut. Malheureusement, parfois on ne peut pas. Mais il faut éviter aussi au maximum l'alimentation riche en produits chimiques. Et aussi, surtout pour les enfants, l'exposition pour les nourrissons et les enfants, et même pour les adultes, l'exposition correcte aux rayons solaires. Pour ne pas arriver au stade de maladies auto-immunes et prendre des immunosuppresseurs avec les risques d'infection et des cancers. D'accord? Et on termine par une conclusion. Donc, les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes les plus fréquentes sont la polyarthrite, le syndrome sec et le lupus. La maladie la plus grave, c'est le lupus érythémateux systémique, surtout l'association lupus et syndrome des antiphospholipides. Ça donne une maladie grave, et là, surtout dans le cas où on a le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. C'est un tableau très très grave. D'autres le sont beaucoup moins, comme la sclérodermie systémique et les polymyosites dermatomyosites. Ces dernières années, on note une augmentation nette de ces pathologies. Cette augmentation serait due probablement au développement des tests immunologiques de dépistage des auto-anticorps. Ça peut être ça, parce qu'auparavant, il n'y avait pas les moyens pour détecter les maladies. Mais ça peut être une augmentation réelle de l'incidence de ces maladies à cause de la pollution et à cause de l'alimentation, des habitudes alimentaires actuelles. Ils sont catastrophiques. D'accord? Nos habitudes alimentaires actuelles sont catastrophiques. Et ça peut être la cause principale de l'apparition de ces maladies auto-immunes, de la flambée de ces maladies auto-immunes et de la flambée des cancers. Des médicaments, la prise d'une façon exagérée des médicaments qui sont des produits chimiques avec beaucoup d'effets secondaires et même parfois même la vaccination peut avoir des effets secondaires et peut-être à l'origine, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être à l'origine de l'apparition de quelques maladies auto-immunes. Et le tabac est un paramètre associé à une maladie auto-immune systémique comme la polyarthrite rhumatoïde. Il y a une association fréquente tabac et polyarthrite rhumatoïde. Et donc, en rouge, la prévention est très importante. Il faut faire une alimentation riche en antioxydants. C'est, je le dis, je le répète, en antioxydants non contaminés par les produits chimiques, produits de conservation, colorants, pesticides, ainsi de suite. Et exposition correcte aux rayons solaires. Il faut faire cette conduite à tenir. D'accord? Et vous pouvez faire une recherche qu'elles sont riches en antioxydants et c'est des aliments qui ne sont pas très chers. Ce pas des aliments qui sont à la portée de tout le monde. Donc, il faut prendre une alimentation riche en antioxydants pour faire une petite prévention contre ces maladies auto-immunes. Il ne faut pas laisser l'apparition et traiter. Ça, c'est un peu trop tard. Parce qu'actuellement, on n'a pas vraiment un traitement qui provoque, qui peut être à l'origine de la disparition. C'est un traitement à vie avec beaucoup d'effets secondaires. D'accord? Et je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que vous m'entendez? Professeur. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Il y a une seule question. Il y a une seule question. Une seule question, oui. Elle dit, la glomérulonéphrite lupique et les anticorps antinucléaires font-ils partie des 4 critères diagnostiques de lupus ou bien sont des critères à part? Non, ils font partie des critères diagnostiques. Ok. Ça dépend. Il y a plusieurs possibilités. Soit la première, on peut avoir 4 critères. La deuxième possibilité,
glomérulonéphrique lipique avec FAN, entre parenthèses, surtout lorsqu'on avait FAN, c'est surtout l'anticorps diabète. Donc, soit ça, soit ça. Ok, merci beaucoup, monsieur. Est-ce que ça a été clair? Oui, normalement c'est clair. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre explication. Passez une très bonne fin de journée. Bon courage. Bon Merci. courage pour l'examen. Merci beaucoup.